Merci Jérôme. Donc sans plus tarder, je vais essayer en un gros quart d'heure de resituer un petit peu les débats autour de l'évolution du digital workspace, des nouveaux usages, des nouvelles exigences des métiers qui ont fortement été bouleversés cette année par la crise sanitaire. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, ce sont les trois piliers du Future of Work tels que nous les avons théorisés chez IDC. Donc ces trois piliers cette année, ils ont été fortement bouleversés évidemment, chacun à leur manière. Donc le premier pilier, c'est toute la culture d'entreprise. Le deuxième pilier, ça va être la workforce, donc la gestion des collaborateurs, la gestion des talents. Et le dernier pilier, le workspace, qui est peut-être le pilier qui a été le plus bouleversé durant cette année, en tout cas de la manière la plus palpable possible. Un autre point par rapport à l'évolution et à ce bouleversement, donc je vais essayer d'y revenir vraiment une seule fois lors de ma présentation pour vous donner quelques chiffres un petit peu sur le télétravail qui est évidemment la plus grosse transformation qui a eu lieu suite à cette crise sanitaire en 2020. Nous avions interrogé les entreprises en août 2020, donc à la sortie de ce qui était le premier confinement, pour voir un petit peu comment est-ce qu'elles anticipaient les choses, et il a fallu mettre le curseur quelque part et nous avons demandé aux entreprises, est-ce que vous avez au sein de vos effectifs 20% de vos collaborateurs, donc une personne sur 5 qui est majoritairement en télétravail. Ils nous ont répondu qu'avant la crise du Covid, donc on va dire plutôt en fin d'année 2019, on était sur 20% des entreprises qui déclaraient que c'était le cas, donc elles avaient un employé sur 5 qui était majoritairement en télétravail. Aujourd'hui, donc on était encore une fois au mois d'août, on était à 52%, donc une forte évolution, mais une baisse déjà notable par rapport au mois de mars et avril, on était forcément plutôt sur des taux qui atteignaient les 90%. Et ce qui était intéressant, c'était de leur poser la question, voilà, si on se projette après le vaccin, donc au moment où on revient sur une situation qui peut se rapprocher de la norme, il y avait 36% de sociétés, donc un tiers, qui déclaraient qu'elles allaient avoir une partie de leurs collaborateurs en télétravail. Et ce chiffre de 36%, il est à double tranchant. Lorsque nous l'avons présenté là, dans les derniers mois au DSI qui nous travaillons lors d'événements type dîner, ils étaient surpris en disant je m'attendais à ce que quelque part maintenant, voilà, on entend partout dans les médias, qu'ils soient professionnels ou grand public, que le télétravail c'était un vrai boom, ça va devenir la norme. Et cette augmentation nous paraît relative. Et après, lorsqu'on échange avec eux, donc des sociétés, qu'elles soient PME comme des grosses sociétés du CAC 40, ils disaient c'est vrai qu'en fait, nous-mêmes avons déjà commencé à rapatrier des collaborateurs. Et dans le même temps, une augmentation de 16 points sur l'année 2020 sur la proportion d'entreprises qui autorisaient le télétravail. Voilà, je pense que si on avait pu signer pour ça, on aurait pu signer pour ça, sans bien sûr les conséquences qui nous ont amenés à ce chiffre. Mais voilà, c'est quand même le gros bouleversement de cette année, c'est l'augmentation du télétravail, dont on parle encore évidemment fortement aujourd'hui, et sur lesquels vous êtes au moins autant experts que moi désormais. La deuxième chose qui doit ressortir de cette crise sanitaire, selon nous, ce sont que les entreprises qui vont ressortir le plus fortement, alors selon les secteurs bien sûr, selon les industries, en tout cas les plus fortes, les plus grandies de cette récession, ce sont celles qui auront profité quelque part de ces bouleversements pour déjà se réinventer autour de trois choses principales, à savoir commencer par se centrer vraiment sur les collaborateurs, donc mettre cet employé expérience que vous voyez sur la droite de votre écran vraiment au centre des débats. Également d'avoir une stratégie tournée autour des outils et des usages digitaux et numériques, donc de vraiment repenser toute son organisation, que ce soit le nouveau processus interne, comme les nouvelles offres, comme les nouveaux produits, vraiment en pensant digital avant tout. Et enfin, ce sont les sociétés, les organisations qui auront réussi à se réorganiser autour d'objectifs communs. C'est vraiment extrêmement important en cette période qui est très troublée pour tous les collaborateurs, d'avoir quelque part vraiment la raison d'être de l'entreprise. Ça va au-delà des valeurs qui peuvent être affichées, mais vraiment pour une organisation quelle qu'elle soit, d'avoir vraiment une vision claire et précise qu'elle peut partager auprès de ses collaborateurs, qui leur permet eux-mêmes de se projeter, de s'intégrer pleinement à cette organisation, ça va vraiment être quelque chose de clé. Aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations qui ne l'ont pas forcément. Et voilà, autant profiter quelque part du fait que les choses soient remises à plat, notamment d'un point de vue hiérarchique, le fait que beaucoup d'employés sont en télétravail, ça rebat un petit peu les cartes. Voilà, il faut vraiment arriver à intégrer tout le monde. Ces trois piliers de l'engagement des collaborateurs également, donc voilà, j'en ai parlé de l'employé expérience. On va également retrouver une nouvelle manière de communiquer avec vraiment de la transparence, beaucoup plus de communication, encore une fois, beaucoup plus, moins verticale mais plus horizontale, et la confiance. C'est un des gros piliers
par rapport au télétravail qui est soumis à rude épreuve en ce moment même. Voilà, les entreprises qui doivent pouvoir faire confiance à leurs collaborateurs, puisqu'ils ne sont pas forcément tous au même endroit physiquement dans la journée. Et enfin, réinventer un petit peu le management autour de nouvelles valeurs que sont l'empathie et le leadership. Le management est fortement attendu en cette période, encore une fois, qui est trouble. Là, on va parler du top management, mais c'est également le cas, et surtout le cas pour middle management, qui est très regardé, très attendu par des collaborateurs qui voilà, ont besoin de direction, besoin de directives claires et ont besoin de missions qui soient claires, avec pour ceci 3 principales conséquences citées par les entreprises françaises. Ces 3 conséquences, ce qui est à noter, c'est que c'est plutôt des conséquences externes et pas forcément sur des process internes, mais ça va être de fidéliser les clients, d'aller en acquérir de nouveaux et d'avoir un retour à la croissance. Si maintenant je rentre vraiment dans les 3 piliers que j'ai cités en introduction, le premier pilier c'était la culture d'entreprise. C'est pour nous le plus important, et la culture d'entreprise c'est peut-être ce qui est soumis le plus à rude épreuve en ce moment, puisqu'encore une fois voilà, on va avoir une workforce qui va être éclatée entre de nombreux sites. Et donc comment faire vivre cette culture d'entreprise? Les technologies ont un vrai rôle à jouer, en tout cas pour cette remise en place. Si on s'intéresse aux obstacles à la création de valeur lorsqu'on réinvente son entreprise, ces 3 obstacles, ce sont la complexité des process internes, l'accès à la data et la collaboration interne. Et les technologies ont toute importance dans cette résolution des obstacles. Donc j'en ai cité ici quelques-unes sur la droite de votre écran. Donc à savoir retravailler les workflows pour voilà, vraiment épurer cette complexité des process. Ça va passer notamment par le deuxième item que va être l'automatisation et la digitalisation des process. Là on va penser RPA, on va penser machine learning, intelligence artificielle. Les nouveaux outils de création aussi, c'est vraiment le moment de mettre à profit la nouvelle autonomie des collaborateurs pour tenter des choses. On va penser aux plateformes low-code, aux plateformes no-code, qui vont voilà, encore une fois donner de l'autonomie aux collaborateurs pour avoir un réel impact sur leur travail au quotidien. Les insights basés sur la data, l'intelligence artificielle. Et enfin, les 2 derniers items qui sont vraiment très culturels, la formation continue. Donc une fois qu'on a réintégré ces collaborateurs de nouveaux process digitaux et process numériques, le chemin n'est pas fini, puisque ces outils vont même évoluer. Donc il faut pouvoir permettre à ces collaborateurs d'évoluer avec. Et enfin, recréer un environnement de bureau pour les entreprises, les organisations qui déclarent que leur culture d'entreprise est passée principalement par les locaux, par les valeurs qui peuvent être affichées au mur, etc. Peut-être cette culture n'est pas si forte que ça, donc il faut vraiment se servir des outils numériques pour la recréer, que ce soit recréer un environnement vraiment physique pour les collaborateurs lorsqu'ils sont à leur domicile, mais ça va passer par plein de choses, la manière d'interagir avec le management, la manière d'interagir avec les collaborateurs, et notamment voilà, tous les collaborateurs qui sont onboardés en ce moment même. Ça permet de tester cette culture d'entreprise, de voir comment elle est comprise et comment elle est intégrée rapidement par les nouveaux collaborateurs. Le deuxième pan de la culture d'entreprise, ça va être l'agilité, la collaboration, j'y reviens encore une fois, la confiance. C'est l'occasion pour toutes les organisations, notamment françaises, de basculer d'une logique de présentéisme et de supervision individuelle. On l'a vu pendant le premier confinement, il y a beaucoup d'outils de suivi des collaborateurs qui ont été déployés. Je vais y revenir dans un second temps. Et surtout, on a 44% des managers qui déclarent qu'ils avaient des réserves avant le premier confinement, donc au mois de janvier-février, et que ces réserves ont été levées grâce au confinement. Si on ajoute à ça les managers qui étaient déjà convaincus, on est quand même sur une large majorité des managers, middle management, qui sont aujourd'hui convaincus par l'efficacité de leurs collaborateurs lorsqu'ils sont en télétravail. Cette nouvelle confiance qui est instaurée en télétravail en les collaborateurs et en leur autonomie, elle doit vraiment se retrouver dans une nouvelle organisation plus agile. Encore une fois, profitons de cette période exceptionnelle où les choses sont remises à plat, les communications notamment informelles sont retravaillées pour repenser, travailler en équipe cross-fonctionnelle et encore une fois vraiment s'orienter business, s'orienter valeur, s'orienter vraiment le purpose, la raison d'être de l'entreprise et autant essayer de donner l'accès à la data à tous les collaborateurs dans la mesure du possible. Le deuxième pilier de ce Future Work selon IDC, c'est la gestion de la workforce, donc des talents. Ces talents, il va falloir les accompagner tout au long de leur carrière. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est encore plus fort, et surtout maintenant qui va se travailler en 2 dimensions, en présentiel lorsque les collaborateurs sont sur site, ou alors, encore une fois, à distance lorsqu'ils sont en mobilité ou en télétravail. Et parmi les éléments, il faut commencer au tout début, donc dès le recrutement. Ça permet vraiment de renvoyer une image de modernité de l'entreprise, la manière dont on va recruter, la manière dont les annonces sont rédigées, sur quelles citations publiées, comment se déroule le process, l'onboarding, même le pre-onboarding, maintenant on va en parler, c'est
3 mois de préavis pendant lequel le collaborateur n'est pas encore intégré à l'entreprise, on peut déjà commencer à communiquer de la culture. Ça va être extrêmement important pour qu'il se sente vite intégré. Et enfin, les autres éléments, ça va être la présence sur site ou alors encore une fois domicile autour du workspace avec l'instauration de chatbot. La formation, l'intelligence artificielle peut avoir un rôle à jouer également. La formation à distance en webinaire maintenant, on y est rompu. Et surtout, encore une fois, ce suivi des collaborateurs, que ce soit le suivi de leur carrière, que ce soit le suivi de la satisfaction également qu'ils ont via des solutions dédiées. J'y arrive dans une seconde. Ces collaborateurs, encore une fois, il faut vraiment les intégrer à la réflexion, il faut pouvoir les écouter. Si on regarde les obstacles organisationnels cités par les dirigeants d'entreprise, il va y avoir la résistance interne au changement, la résistance des partenaires et le turnover des collaborateurs. Ce turnover, on l'a vu, l'expérience collaborateur a priori peut permettre de lutter contre à sa mesure. Mais surtout, le premier obstacle, c'est la résistance interne au changement. Et il ne faut pas partir du postulat que les collaborateurs ne veulent absolument pas avancer et freiner des quatre fers, mais si on arrive à les intégrer dès le début à la réflexion d'entreprise, à la manière de se réinventer, encore une fois, à trouver cette raison d'être tous ensemble, ils vont être plus à même de pouvoir s'y intégrer. J'ai mis ici 2 items, donc le reskilling et les nouvelles métriques, sur lesquels en France nous sommes en retard par rapport à nos voisins, donc qu'ils soient anglo-saxons, allemands et même espagnols ou italiens. Le reskilling, donc c'est la capacité qu'ont les entreprises à reformer leurs collaborateurs aux nouveaux usages, aux nouveaux outils numériques. Aujourd'hui, on a 36% des sociétés en France qui déclarent que c'est quelque chose qu'elles ont mis en place. Et les nouvelles métriques, on va être également sur la même proportion. Bon, encore une fois, on a un retard. Les nouvelles métriques où on va être encore très axé sur la performance individuelle pure, là où on va avoir de plus en plus tendance à demander aux collaborateurs de valoriser ce qu'ils peuvent faire en termes de collaboration et surtout en termes de création de valeur, d'inventivité. C'est vraiment quelque chose qui va être important. Et sur la droite de votre écran, vous avez la proportion en Europe de l'Ouest des sociétés sur la manière dont elles mettent en place cette nouvelle culture d'entreprise, cette nouvelle stratégie. Et on voit qu'on a une très forte majorité, donc 57% des organisations qui déclarent que c'est encore aujourd'hui très top-down. Or, voilà, si on veut pouvoir intégrer tous les collaborateurs dès le début, encore une fois, profitons de cette période où on va pouvoir vraiment avoir des forums avec tous les collaborateurs de manière numérique, notamment par l'écrit qui va permettre à certaines personnes qui sont peut-être moins à l'aise pour prendre la parole et qui ont des idées intéressantes à proposer pour vraiment construire tous ensemble l'organisation de demain. Et dernier point sur lequel je voulais revenir, ce sont des items. On a demandé aux managers dans tous les pays européens comment est-ce qu'ils s'y étaient pris pendant le premier confinement pour interagir avec leurs collaborateurs et avoir leur feedback qualitatif d'un point de vue travail, aussi d'un point de vue ressenti au niveau des ressentis psychosociaux, et des échanges réguliers avec le manager. Donc l'humain, ce n'était même pas dans le top 3 des items qui étaient cités en France. On allait citer des outils de gestion de projet, des outils de suivi, mais vraiment ne pas oublier que si la technologie va permettre de prendre le pouls de l'entreprise et des collaborateurs, c'est avant tout le management et donc cette partie humaine qui va être prépondérante. Le dernier des piliers, ça va être le workspace. Donc en mars, on était sur une logique de maintenant, plus rien ne sera comme avant, tout le monde sera en télétravail, déménageons tous. Après, on est revenu un petit peu en arrière. Aujourd'hui, il faut rester humble. On ne sait pas exactement vers quoi on va d'un point de vue sociétal, donc encore moins d'un point de vue mode de travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc cette hybridation du travail, elle est réelle. Et si on demande aux entreprises aujourd'hui comment est-ce qu'elles se sentent par rapport à cette hybridation d'un point de vue technologique, réglementaire et au niveau des process, on a aujourd'hui sur moins de la majorité des entreprises qui déclarent qu'elles sont prêtes, qu'elles se sentent vraiment prêtes à gérer les collaborateurs d'un point de vue hybride. Bien sûr, on va avoir des exceptions. Donc sur la droite, vous pouvez voir par exemple que dans le retail, au niveau processus, on déclare qu'on est plutôt en avance. On a vraiment éprouvé le modèle de manière dure au premier semestre. Dans le secteur financier, évidemment, d'un point de vue réglementation, on a déjà avancé. Et enfin, d'un point de vue industrie utilities, toute la partie notamment IoT va permettre, d'un point de vue technologique, d'être beaucoup plus avancé sur cette hybridation du lieu de travail. Mais même dans ce secteur qui est le plus avancé, on est à peine à une entreprise sur 2 qui se déclare prête à gérer cette hybridation. Et cette hybridation, elle va avoir plusieurs impacts au niveau des priorités, qu'elles soient managériales ou technologiques. D'un point de vue managérial, si on demande aux organisations aujourd'hui quelles sont vos priorités par rapport à la gestion de les crises sanitaires, le premier item qui ressort très très nettement, ça va être de connecter les collaborateurs où qu'ils soient, avant de repenser à son offre, avant de parler aux clients, aux consommateurs de l'expérience qu'ils peuvent vivre. Aujourd'hui, votre priorité, c'est de pouvoir connecter les collaborateurs où qu'ils soient, afin qu'ils puissent tout simplement effectuer leur travail. Donc là, on va arriver à ce fameux terme de résilience que je suis ravi d'avoir pu citer une seule fois
dans ma présentation. Sur les derniers mois, j'étais plutôt habitué à le citer entre 12 et 13 fois. Et si on s'intéresse d'un point de vue technologique, et lorsqu'on demande des organisations, est-ce qu'il y a des technologies où elles ne pensaient pas investir autant? Il y a des choses qui ressortent fortement, donc bien sûr toute la partie hardware pour équiper les collaborateurs en laptop, en smartphone, en tablette. Mais d'un point de vue soft, ce qui ressort très fortement, c'est le grand gagnant de cette année, c'est le cloud. Toutes les solutions liées au cloud, qu'elles soient SaaS, IaaS ou PaaS. Ensuite, les solutions liées à la sécurité. Encore une fois, si on veut connecter les collaborateurs d'un point de vue hybride, il faut pouvoir assurer cette sécurité. Et enfin, tous les outils liés au cœur de métier, où on était sur des outils qui n'étaient pas forcément, d'un point de vue ergonomique ou même d'un point de vue fonctionnel, disponibles lorsqu'on n'était pas sur le lieu de travail. Aujourd'hui, ça va être un élément prépondérant. Pour conclure, les 3 points qu'il faut retenir d'après nous de ce que nous pouvons vivre actuellement, qui est difficile, il faut quand même le garder en tête, mais essayer de tirer parti encore une fois de cette remise à plat des choses pour accélérer le workplace hybride, implémenter les solutions maintenant qui permettent la résilience, parce que c'est évident que ça sera rentable à court terme, voire à moyen terme. Remettre l'employé expérience au centre. Encore une fois, on a des collaborateurs aujourd'hui qui vivent les choses toutes de manière unique. C'est vraiment important. Chaque personne aujourd'hui vit sa manière de travailler, sa manière de vivre cette crise de manière très, très, très solitaire, très individuelle. Donc vraiment pouvoir l'écouter, pouvoir travailler avec lui, pour voir comment est-ce qu'il se sent, c'est important. Et ça, c'est un alignement qui doit avoir lieu entre l'ARH, la DSI et la direction générale des sociétés pour en faire un vrai objectif d'entreprise. Et enfin, devenir plus agile, c'est l'objectif ultime. Quand on va sortir de cette crise, quand on va sortir de cette récession, les entreprises qui auront 2, 3, 4 temps d'avance, ce sont celles qui seront déjà dans un mode beaucoup plus agile, avec une collaboration qui sera vraiment au point et qui sera optimale. Merci à tous. Merci Rémi pour cette excellente introduction. En fait, si je comprends bien, là on a gagné en quelques mois, en 2 mois, on a peut-être gagné 10 ans sur les tendances qui étaient décrites avant par IDC, non? Oui, complètement. Un effet accélérateur terrible. Tout à fait. Alors, si on doit chiffrer, on estime qu'on a gagné entre 6 et 10 ans. D'un point de vue technologique, d'un point de vue implantation. Donc maintenant, ce qui va être peut-être un retard, ça va être le mode de management qui va devoir suivre, notamment si on a consenti de forts investissements technologiques, ce serait bête de ne pas les rentabiliser parce qu'on va avoir un blocage managérial. Et s'il fallait trouver encore des points positifs encore à cette crise Covid, c'est qu'on remet aussi l'utilisateur, l'humain au centre du dispositif. Oui. Tu reviendras tout à l'heure pour la petite conclusion des échanges de la matinée. On se retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions on les prend au fil de l'eau. Alors pour parler un peu de comment la crise sanitaire, le Covid a bousculé, challengé un peu les organisations, l'espace de travail au sens large avec des impacts techniques, des impacts organisationnels. Donc nous avons Jean-François Flavien qui est Chief Technologist chez Computa Center. Vous nous entendez, Jean-François? Tout va bien? Je vous entends parfaitement. Je vous laisse la parole et partager votre écran pour justement vous présenter un peu les impacts, comment la crise a été vécue. Et puis vous avez aussi des petits graphiques, des petits charts là, qui sont très très parlants que j'apprécie particulièrement. Voilà. Alors, si vous dites tout d'avance... Je dévoile, je spoil. Voilà. Effectivement, dans ce thème, il est vrai que Computa Center accompagne au quotidien les clients. Notre activité consiste à définir, intégrer, supporter les solutions qui constituent leur transformation digitale. Et on a bien vu depuis ce matin que l'agilité, qu'on a mentionné plusieurs fois, en fait, est la réponse à la nécessité d'adaptation suite aux événements récents que nous avons connus. Et l'hybridation en est aussi la conséquence. C'est évidemment le terme le premier qui est mentionné d'ailleurs dans le thème d'aujourd'hui. Et cela, effectivement, est lié au fait que la crise a vraiment bouleversé nos habitudes personnelles. Elle a vraiment affecté l'économie. Elle a impacté de manière forte nos services publics et aussi, bien entendu, on l'a évoqué, les entreprises. Donc, c'est à ce titre que nous avons répondu à la sollicitation d'IDC, et nous vous remercions d'ailleurs. Et l'objectif de cet échange est de revenir sur 3 points. En premier lieu, l'impact de la crise, on va effectivement tenter de résumer, et ce tant au niveau des utilisateurs et des métiers de nos clients. C'est l'un des premiers points. Et puis nous ferons vraiment un zoom sur l'impact que cette crise a pu avoir sur la roadmap des DSI de nos clients. Et nous tenterons ensemble de prendre un peu de recul, même si ce n'est pas forcément évident, afin de dessiner les grandes tendances qui nous font penser, comme beaucoup d'entre vous, que rien ne sera plus comme avant. Voilà. Alors,
Évidemment, cette crise dont on a presque failli parler au passé il y a quelque temps, nous a rappelé effectivement comme quoi un tout petit virus invisible pouvait créer tant de fragilité en réalité. Et d'ailleurs, même si on peut permettre cette boutade, créer même plus d'audience télévisuelle que la campagne des élections présidentielles des États-Unis. Ce qui paraît que c'est un bon étalon, une bonne référence médiamétrique d'ailleurs. Si on peut résumer la circonstance, c'est quelle que fut notre préparation, celle des États, des organisations, des entreprises, et voire même le niveau technologique. On a presque tous fini dans nos maisons afin de juguler la pression sur les systèmes sanitaires. De l'analyse de ces circonstances, nous avons produit d'ailleurs un livre blanc accessible sur LinkedIn sur lequel on a dressé plusieurs constats que nous souhaitions partager avec vous. En premier lieu, évidemment, il y a une incertitude qui est constante et qu'on vient de reprendre encore une fois, dont on vient de reprendre conséquence, note, c'est que l'avancée médicale sur les traitements de la maladie, les potentiels allers-retours sur le confinement, qui même a failli être doublé d'un couvre-feu hier, je ne sais pas si vous avez vu les différents médias, mais finalement ce ne sera peut-être pas le cas, a fait qu'effectivement le retranchement dans le domicile a pour effet de nécessiter en premier lieu le maintien de la relation entre les collaborateurs. Une petite anecdote que nous avons aussi vécue dans notre organisation, c'est que si on reparle du télétravail, c'est assez drôle parce que ceux qui n'y avaient pas droit se félicitaient des nouvelles habitudes et ceux qui avaient déjà droit au télétravail étaient les premiers à s'en plaindre. C'est un peu bizarre, peut-être que parce que nous sommes français, ça fait partie des mœurs, mais je pense qu'on a pu déceler aussi que le télétravail mettait un petit peu en avant les risques psychosociaux. Ce qui implique d'ailleurs que les RH ont joué un rôle très important dans ce processus. Ils ont dû non seulement adapter leur manière de travailler, parce qu'il fallait encore continuer à gérer l'onboarding. Nous étions en relation avec des sociétés qui ont continué à accueillir des nouveaux collaborateurs, mais ils ont dû aussi gérer cette crise. Et d'ailleurs, elles continuent à la gérer, en incluant notamment le fait de gérer le fait qu'il y ait des employés qui sont à leur domicile, et on reviendra pour la DSI, que dire, mis à part qu'elle a été dans beaucoup d'organisations d'une réactivité exemplaire. Je crois même effectivement que beaucoup de DSI ont été félicités de par leur capacité à appréhender cette crise et de réagir. On pourrait dire que c'est peut-être l'habitude de répondre aux urgences des métiers, mais bon, c'est un autre sujet. Mais par contre, on a un premier retour, je dirais, de cette période de transition qui a lieu entre les deux confinements, c'est que les DSI nous avouent que malgré effectivement leur réactivité, les réductions budgétaires sont bien là, et encore plus maintenant qu'avant la crise. Pour les métiers, on ne va pas revenir sur le fait que l'activité n'a pas forcément été touchée de la même manière, mais aujourd'hui, les métiers ont besoin de relever la tête. C'est-à-dire que la pression économique, la survivabilité des business appellent encore plus un besoin de transformation, et même une seconde vague en termes de transformation. Donc tout ça appuie sur la nécessité impérieuse des entreprises à maintenir leur activité et effectivement, et vraiment le contexte qui dessine finalement comment la DSI va devoir réagir au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de signe de retour à la normale. La volonté centrale effectivement de cette présentation est bien entendu de faire un zoom sur l'agilité dont a fait preuve la DSI. Et pour cela, il faut effectivement revenir sur plusieurs points. Évidemment, on a déjà évoqué ensemble que la crise sanitaire a eu un effet assez important sur la stratégie des entreprises. Et nous-mêmes, Computa Center, dont l'ADN a toujours été centré sur la transformation visant à améliorer l'expérience de l'utilisateur, aussi répondre aux contraintes budgétaires de nos clients et supporter les métiers, on a pu constater que la pression économique a vraiment changé les priorités. Elle les a quelque peu modelées. C'est-à-dire que l'expérience utilisateur qui était, je dirais, une priorité avant, commence effectivement à baisser en termes de priorité par rapport à la pression économique. Ça ne veut pas dire que les entreprises sont prêtes à détruire cette expérience. Ce n'est vraiment pas le cas parce qu'on est tous conscients que l'utilisateur reste un élément très important dans l'entreprise et donc considéré avec beaucoup d'importance. Seulement, dans les transformations digitales, il y a certains projets qui n'avaient pour but que d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc ceux-ci sont parfois un peu retardés. Ils sont reportés par rapport aux projets qui permettent de répondre à la pression économique
ou sinon qui sont capables à la fois d'allier la réduction budgétaire et en même temps une transformation qui permet de maintenir ou sinon d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc on voit effectivement que pour accompagner cette pression économique, il y a de nombreux projets de modernisation qui sont priorisés. On reviendra là-dessus, mais on peut citer que tous les projets qui permettent de réduire, par exemple, le support de proximité, de réduire les coûts de gestion des actifs informatiques, effectivement, sont très importants. Et il y a aussi des projets qui, comme ils arrivent effectivement à la fois allier les deux, restent encore des priorités. Typiquement, la DSI des clients a dû réagir afin de supporter cette extension du nouvel environnement de travail qui est l'environnement personnel des utilisateurs. Un dernier facteur qui nous paraît important à considérer, c'est qu'il y a un élément qui s'ajoute dans cette équation. Il y a une priorisation qui est au niveau, je dirais, sociétal, au niveau des réglementations des entreprises, que le Green IT, la sobriété numérique. On voit que l'engagement du gouvernement, mais aussi des entreprises, fait que ça devient une considération clé et elle aussi est source de changement. Alors, pour entrer dans le détail de ces changements, on va effectivement faire un petit zoom sur finalement la roadmap de nos clients. Alors, on pourrait parler, vous avez pu voir le thème de nos slides, effectivement, Kelly Bowling. On pourrait réfléchir à plusieurs éléments. Est-ce qu'on parle d'un strike? Est-ce qu'on parle de spare? Est-ce qu'on parle d'une belle-mère? Alors, pour ceux qui ne sont pas érudits, effectivement, en termes de bowling, la belle-mère, c'est la figure quand vous avez deux quilles qui restent sur le bowling, mais qui sont l'une derrière l'autre. Donc, allez savoir d'où vient ce terme, j'ai une petite idée. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'évaluer cet impact sur la roadmap. Et premier point, on n'a aucune prétention sur ce point. Disons qu'on partage cette perception qui est la nôtre, qui est issue des discussions avec nos clients, bien entendu, et de leurs sollicitations. Et notre stratégie autour de cela, de la gestion de l'environnement de travail qui s'appelle Digital Me, elle est composée en 3 axes. Et c'est sur la base de ces 3 axes qu'on propose effectivement de détailler cette évolution. Le premier, Equip Me, dans son nom est assez simple, il vise à adresser l'équipement des collaborateurs. Et ce que l'on voit sur cet axe, c'est que évidemment, il y a une volonté, une stratégie très importante autour de la simplification de la gestion des devices. On voit effectivement que cet axe est devenu très important. Il est évidemment lié au contexte du télétravail, il est lié aussi à la réduction des coûts, et c'est ce qui se traduit notamment par les projets de modern management, qui visent encore une fois à déployer des solutions de type EMM, MDM pour gérer les terminaux de poste de travail. Avant cette crise, on parlait déjà de capacité de livrer un poste à domicile, nous Computa Center, mais on en parlait dans le cadre de l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Et lorsqu'on adressait ce type de solution auprès de nos clients, sincèrement, nous étions vus comme des extraterrestres. On nous disait même que cela était limité aux sociétés de la Silicon Valley, vous voyez. Et bien aujourd'hui, on répond à des consultations de nos clients dans lesquelles on nous demande une expérience, même si je n'aime pas forcément le terme, mais Amazon-like. C'est-à-dire qu'on nous demande même d'indiquer que le poste de travail arrivera à 10 heures et que potentiellement, Computa Center en est peut-être à 5 minutes du collaborateur, etc., pour lui livrer son équipement. Donc on voit bien qu'on est passé finalement d'une expérience et de la prise en compte du domicile qui s'est vraiment étendue et on va sur des sujets qu'on appelle, nous, la livraison et la logistique moderne. On voit aussi le développement du programme de choix. C'est ce qui permet au collaborateur de commander son équipement par lui-même à partir d'un portail de service. L'idée là-dessus, c'est de soulager totalement la DSI de la gestion, de la planification des renouvellements des postes de travail, et ce qui permet aussi d'accélérer le déploiement des terminaux modernes type Apple, Chromebook qui ont été mentionnés précédemment. On a vu aussi, et ça l'a un petit peu peut-être mérite d'être expliqué, une accélération des projets de software asset management. On en parlait déjà avant cette crise, mais je pense qu'encore une fois, l'intérêt de l'optimisation et de la réduction des coûts en fait que c'est un thème qui devient un petit peu plus important et qui est priorisé. Sur la partie Empower Me, qui est relative aux solutions de collaboration, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. On a évoqué cela depuis ce matin et on en est tous conscients. Les plateformes collaboratives ont explosé. Hier, Microsoft a communiqué sur 115 millions d'abonnés, Google, Meet, Zoom, etc. Voilà, il y a eu un essor de ces plateformes qui est évident, qui est perçu et qui s'explique.
on voit aussi maintenant une deuxième période dans laquelle les entreprises commencent à réfléchir à la modernisation des salles de réunion qui mécaniquement doivent suivre le déploiement des outils de communication cloud. Et on voit aussi une augmentation de l'usage des solutions de stockage personnel, encore une fois en relation avec le télétravail. Sur la partie Assist Me, donc qui regroupe notre capacité de support aux utilisateurs et des infrastructures, c'est un thème qui est à l'équilibre, on va dire, mais vous voyez bien que son spectre change totalement de forme. Globalement, les solutions de support de proximité baissent en termes de priorité, notamment par exemple tout ce qui est IT Locker, etc., n'a plus exactement la même configuration en termes de déploiement, notamment les IT Locker précédemment, les vending machines, on y pensait pour les sites centraux, là où il y avait effectivement les cols blancs qui pouvaient effectivement adopter ce type d'usage un petit peu plus facilement. Or, mécaniquement, ces cols blancs sont les personnes qui sont bien souvent le plus amenées à être en confinement. Donc, c'est plus des personnes qui vont consommer de la logistique moderne et se faire livrer les équipements, les accessoires et les éléments de leur environnement de poste de travail à domicile. Et les IT Lockers maintenant se déploient plutôt sur les usines de production parce que bien qu'on soit dans une usine, on a besoin en autonomie peut-être d'aller chercher des équipements, des accessoires et d'assurer la disponibilité de l'environnement de travail des utilisateurs. Donc il y a... Jean-François, il y a juste une réaction pour aller un peu plus loin là, sur le support de proximité. Quelles sont les actions qui sont menées justement pour la réduction de ce support de proximité ? Alors, les actions qui sont menées pour réduire le support de proximité, il y en a plusieurs. Encore une fois, c'est une conjoncture de transformation digitale. Lorsqu'il y a le déploiement de plateformes modernes, par exemple, qui visent à simplifier le processus d'attribution de nouvel équipement à un collaborateur, de nouveaux postes de travail, rappelons-nous que, bien entendu, il y en a une diminution et on en fera état, mais évidemment, il faut renouveler les actifs informatiques. Il faut pouvoir déployer un poste de travail aux collaborateurs et aux nouveaux arrivants. Donc, c'est aussi une part assez importante des actions. Par exemple, les projets de modern management font que, on va pouvoir livrer un poste de travail directement à domicile sans qu'il y ait un technicien qui se déplace, évidemment, et voire même sur les sites de production. Lorsqu'on va déployer des solutions, et on en parle justement, par exemple, sur la partie support prédictif, on va effectivement éviter qu'il y ait des pannes qui nécessitent le déploiement et la proximité d'un technicien. En fait, tous les projets, toutes les solutions, et voire même on réfléchit dans les centres de services, là où avant on faisait de la prise en main à distance et que lorsqu'on n'y arrivait pas, on envoyait un technicien de proximité, on cherche au maximum à réduire ce déplacement parce que pour deux raisons, déjà il y a la pression économique et puis il n'est pas toujours facile d'envoyer un technicien au domicile des collaborateurs. Donc ça pousse à la transformation grâce à l'innovation technologique pour éviter au maximum que le technicien se déplace et ça s'illustre par l'automatisation, par les solutions de prise en main à distance, par la modernisation de la manière dont on gère les équipements et les postes de travail, voire même faire des choix qui ont été mentionnés tout à l'heure, de déployer des postes de travail qui soient résilients, c'est-à-dire le poste de travail qui nécessite le moins d'intervention avec des systèmes d'exploitation stables, et notamment, on parlait tout à l'heure de Chromebook et même du Mac, sont les solutions qui nécessitent moins d'intervention et moins de maintenance de proximité. Très bien, je vous laisse poursuivre, vous avez 4 minutes, Jean-François. Alors, pour effectivement revenir sur un dernier point, qui sera aussi la partie transformation de la partie data center, évidemment, le move to cloud est très important. Et on voit aussi qu'il y a des projets de modernisation du réseau qui sont plus structurants aujourd'hui. Évidemment, cela, c'est pour lier au développement des solutions de SaaS et de télétravail. Alors, de ces roadmaps qui ont été effectivement impactés par la crise, on souhaitait revenir aussi sur ce qui seraient les grandes tendances des éléments qui vont rester après la crise. Un premier point qui nous paraît important, et ça a été mentionné d'ailleurs notamment par votre analyse tout à l'heure, même si on est vraiment loin des 100% et des 75% qui ont été évoqués en termes de télétravail, oui, effectivement, cette crise a favorisé en 10 ans plus d'adoption du télétravail que 10 ans de communication. Et comme on a pu l'illustrer dans les radars précédents, aujourd'hui, on équipe le domicile des collaborateurs en extension du site de travail traditionnel, double écran, support lombaire, enfin tout ce qu'il faut pour que le collaborateur à domicile puisse travailler.
On voit aussi que ça a un impact sur la stratégie managériale, ça a été évoqué. Et le dernier point aussi qui est lié aux organisations et aux entreprises, c'est le fait de faire évoluer leurs services, repenser les espaces communs, développer les solutions qui permettent de gérer la distanciation sociale, etc., etc. Et voire même un point qui nous paraît important, il y a un changement de comportement sur les modes d'acquisition et même de financement des biens informatiques. Certains de nos clients aujourd'hui prolongent la durée de vie de leurs équipements, encore une fois, pour répondre à la pression économique. Un dernier thème, on l'a évoqué au début de cette présentation, ce thème qui s'est invité, c'est la dimension écologique, qui prend forme à travers la sobriété numérique au sein des DSI. C'est un levier de transformation. Évidemment, elle permet à la DSI, de par les différents projets qu'elle mène, la réduction des supports de proximité, par exemple, est aussi une réduction des déplacements et donc par conséquent moins d'émissions de CO2. Lorsqu'une DSI répond au télétravail, eh bien, elle participe aussi à la réduction du bilan GES de l'entreprise, donc l'émission des gaz à effet de serre. On a mentionné dans le petit diagramme que vous voyez que 6 personnes qui font du télétravail pendant 1 jour par semaine, c'est l'équivalent d'un véhicule retiré à la circulation avec 15 000 km. Donc on voit que le télétravail, quand la DSI y répond, elle favorise la transformation et la réduction des impacts écologiques des entreprises. Et un autre point qui nous paraît important, c'est que la réputation des entreprises est un sujet structurant, celle de leurs partenaires aussi, pour être clair. C'est la raison pour laquelle, par conviction, nous nous sommes engagés dans la réduction de nos propres empreintes carbone, mais aussi dans le cadre de nos services, à accompagner nos clients. Ça veut dire qu'on les accompagne à réduire la difficulté de la déclaration de leur bilan GES et des décrets tertiaires auprès de l'ADEME, qui est une obligation d'ailleurs pour beaucoup d'entreprises. Et le but, c'est d'utiliser le cloud pour simplifier, automatiser cette déclaration, notamment à l'aide de l'IoT, etc. Et parfois aussi en les aidant à racheter la tête carbone des actifs informatiques. Alors, puisqu'il faut effectivement aller à la conclusion très rapidement, la transformation numérique, elle est en train d'accélération, je pense qu'on l'a tous constaté. On voit bien aussi que malheureusement, la capacité de transformation n'est pas la même en fonction des entreprises. C'est lié aussi à leur business model, au taux de numérisation, mais aussi aux impacts de la crise. On voit bien qu'elle se prolonge aujourd'hui, qu'il n'y aura pas effectivement qu'un avant et qu'un après. On voit bien maintenant qu'il y a carrément un pendant la crise qui touche la roadmap de nos clients. Notre proposition là-dessus, elle est très simple. Elle s'imbrique dans la trajectoire du Digital Workplace, ce qui fait que nous avions déjà des réponses, évidemment, à ces enjeux auprès de nos clients, mais il a bien fallu, et on le voit bien aussi, nous-mêmes, nous réinventer et innover, accompagner le télétravail, accentuer sur le cloud. On voit que des projets, notamment de réalité augmentée, d'IoT, sont de plus en plus importants, et la sobriété numérique est aussi un enjeu crucial. Donc nous pensons que le Digital Workplace est bien effectivement l'approche qui va permettre aux entreprises de répondre à cette conjoncture, notamment sur la réduction des coûts, en accompagnant le télétravail, et qu'il a fallu, en prenant en compte aussi l'écologie, réagencer, réordonner les priorités, et que cette expérience qui finalement a bousculé les ESN, et Computa Center en est une, a aussi renforcé le partenariat que nous avons avec nos clients. Donc évidemment, on espère que cette présentation a permis de partager notre point de vue sur les incidences de la crise, et spécifiquement sur la partie du transformation du Digital Workplace. Et en fonction, bien entendu, du temps qui nous reste, je ne sais pas, je pourrais éventuellement répondre aux quelques questions. Alors oui, juste il y avait une réaction comme quoi on voyait très mal les infos des slides, mais de toute façon on va vous envoyer avec le replay les slides attachés donc en PDF, donc vous les verrez beaucoup plus finement. Donc n'hésitez pas à retourner vers nous si et si vous avez donné votre accord pour recevoir les communications. Juste une réaction Jean-François et puis après je vais passer la parole. Mais en fait là dans votre graphique on voit c'est l'avènement du software defined. C'est le software defined notamment le SD-WAN qui tardait un petit peu à décoller. Là il y a un coup de boost parce qu'il faut bien mettre en place un socle agile du réseau en fait. C'est un peu
C'est exactement ça. Ouais. Autant sur la partie workplace, nous avions le SaaS qui utilise la puissance du cloud pour juguler les besoins. Regardez comment Microsoft a pu en très peu de temps augmenter la capacité sur Teams, comment en très peu de temps on peut augmenter la capacité d'hébergement des services. Le réseau de nos clients avait été un peu laissé pour compte et il a été bousculé. On est d'accord que quand un client avait aujourd'hui uniquement un VPN pour se connecter à l'entreprise, quand on considérait à l'époque que 3000, 5000 sites distants pouvaient tous passer à travers un tunnel MPLS pour se joindre au data center et sortir par Internet à partir de cette unique connexion, on voit bien qu'aujourd'hui, que le cloud balaye tout ça et qu'il n'y a pas d'autre choix que de penser différemment, que potentiellement autoriser les postes de travail à avoir un accès qui doit rester sécurisé mais potentiellement autonome vers Internet. Le développement de la fibre à domicile fait penser à tous que si on a 1 giga de bande passante à la maison, pourquoi faut-il passer à travers un concentrateur VPN qui se trouve sur un seul site et qui, lui, plombe de plein fouet la vidéo, le son, la voix et l'échange de fichiers. Donc oui, le SD-WAN, le Software Defined le Network, est une réponse structurante, adaptée et qui finalement est la conséquence, encore une fois, de la digitalisation et de l'adoption du cloud. Merci Jean-François. Alors oui, je vous rappelle que quand l'intervenant partage son écran, du coup c'est intégré dans le flux Teams. On vous enverra donc les présentations. C'est utile quand la présentation de Rémi, elle était sur un écran partagé parce qu'on a les slides en plateau. Merci Jean-François, merci à vous.